Bonjour, dans cette vidéo, nous allons explorer le concept de taille d'échantillon requis. C'est quoi? Tout simplement, c'est que avant de commencer véritablement à faire le sondage, etc., soit il y a une zone, une période de préparation. Donc, ce que l'on cherche à faire, c'est avant même de commencer à interroger du monde pour faire notre sondage, exemple, on aimerait avoir déjà une idée en tête de combien de personnes interroger. Donc, en fait, là, ce qu'on cherche à déterminer, c'est le N. Ok? Donc, le N qui est la taille d'échantillon, le petit N. Donc, comment est-ce qu'on fait? Ok? Tout simplement, l'approche, ok, c'est que on va regarder pour une moyenne et pour une proportion. Donc, d'abord pour une moyenne, ok, on va supposer qu'on a fixé déjà d'avance une marge d'erreur. On a déjà en tête, avant même de commencer le sondage, une marge d'erreur qui, probablement qu'on ne la veut pas trop grosse, on l'a fixée à quelque part. Donc ça va être une valeur fixe. Dans notre contexte, ok, pour les besoins du calcul, on va supposer qu'on connaît en fait déjà le sigma de la population qui est connu. Et pour simplifier les calculs aussi, donc on suppose qu'on est dans un contexte qu'on a une grande population. Donc à ce moment-là, le N est grand. Ok, donc le N majuscule pour la taille de la population. La raison derrière ça, c'est qu'on veut éviter d'avoir à considérer le facteur de correction, parce que dans le facteur de correction, il y a un petit n et ça compliquerait notre travail algébrique de le laisser là. Donc maintenant, on se rappelle qu'on est dans une situation de moyenne. Donc, quand j'ai une moyenne, la marge d'erreur avec les conditions qu'on a mentionnées est donnée par cette formule-là. Donc, la marge d'erreur se trouve à être le produit entre le z alpha sur 2, qui dépend de notre niveau de confiance, et le sigma x bar. Le sigma x bar lui-même, comme j'ai écrit ici, se trouve à être le sigma sur racine de n. Donc le n apparaît à cet endroit-là, en fait. Donc notre marge d'erreur finalement se réécrit comme ça, okay, parce que mon sigma x bar se trouve à tout simplement être le sigma sur racine de n. Ensuite, l'idée de base, c'est qu'on veut isoler le n, okay, pour avoir une formule que n est égal à quelque chose, une expression. Pour ça, donc, c'est des petites étapes algébriques. Ici, pour passer de cette ligne-là à cette équation-là, tout simplement, ce qu'on doit faire, c'est multiplier par racine de n de chaque côté. Donc, étant donné qu'on divisait par racine de n, donc on fait l'opération inverse. Et on a aussi divisé par ME de chaque côté. Ça nous amène ici. Donc, on a réussi à ramener le racine de n au niveau du numérateur. Et on est déjà en bonne voie, en fait. La seule étape qui nous reste à faire, okay, c'est d'enlever la racine. Pour enlever la racine, on fait l'opération inverse. Donc l'opération inverse de racine carrée, ça se trouve à faire exposant 2 de chaque côté, comme c'est mentionné ici. Donc ça élimine la racine. Tout ce qui nous reste, finalement, c'est cette formule-là. Une formule comme celle-là, avec le Z alpha, le sigma, le divisé par marge d'erreur, tout ça mis au carré, assez souvent, pratiquement tout le temps, ça va nous donner un nombre décimaux, un nombre décimal. Alors que nous, on veut un nombre entier de personnes à interroger. Donc, on va arrondir, mais on va toujours arrondir supérieurement. Okay, donc, c'est bien important. Même si j'ai 0,1, 0,2, 0,3, je vais quand même arrondir à l'entier supérieur. On va regarder tout de suite l'exemple. Ça se fait assez bien. Donc, l'exemple pour une moyenne. Donc, on sait que l'écart type du salaire annuel des foyers d'un quartier est de 2000 $. Donc, le 2000 se trouve être notre écart type. Quelle est la taille d'échantillon requis? Donc, ça, c'est le mot-clé qui nous dit qu'on est à la recherche justement du N. Euh, pour estimer avec un niveau de confiance de 95%. Le 95% va être important parce que c'est à partir de lui qu'on détermine le Z alpha sur 2. Les 95%, on l'a souvent eu comme niveau de confiance et on est rendu maintenant assez habitué. On sait que le Z alpha sur 2 va être de 1,96. On continue. Le salaire moyen des résidents de ce quartier avec une marge d'erreur n'excédant pas 200 $. Donc la marge d'erreur qu'on va prendre, c'est 200. Okay, donc c'est notre 200 $. Maintenant, on a nos trois éléments. Okay, parce que ici, mon sigma est de 2000, ma marge d'erreur de 200, et le Z alpha sur 2 qu'on déduit du 95% de niveau de confiance, ben c'est mon 1,96. On a tout simplement à remplacer les éléments dans la formule. C'est ce qui a été fait ici.
Donc, on le pitonne avec la calculatrice et on obtient 384,16. Évidemment, on ne peut pas interroger 384 personnes, 16, entre autres le virgule 16. Donc, on va arrondir et on arrondit supérieurement. Donc, ici, on n'a pas arrondi à 384, mais à 385, on arrondit supérieurement. Donc, ça ici, c'était pour la moyenne. On va faire la même chose pour une proportion. Donc, on descend un petit peu. Une proportion. La proportion, elle, va avoir deux formules. Parce qu'on a deux sous-cas à considérer. La première possibilité, c'est qu'on a déjà une estimation de P disponible. Je l'ai mentionné, c'est un petit peu plus rare que ça arrive parce que dans la logique d'une estimation par intervalle de confiance, on essaie justement d'estimer P, alors que là, je viens de dire qu'on a déjà une estimation. Parfois, c'est que ça peut provenir d'une autre étude où, disons, on veut calculer quelque chose, on sait que ça va rester dans un certain niveau de proportion, donc on peut déjà estimer un P. Sinon, si on n'a pas de P, ben, ça va être notre autre cas qu'on va voir très bientôt. Donc, supposons qu'on vous donne une préestimation du P, donc ça va être indiqué dans la question. Donc, ici, vous avez votre formule de marge d'erreur, mais pour lorsqu'on a une proportion. Donc, au lieu d'avoir sigma x bar, on a un sigma p bar. Ensuite, mon sigma p bar, comme tantôt, j'ai pas de facteur de correction. Donc, mon sigma p bar, quand je le remplace dans la formule de marge d'erreur devient ça ici. Ensuite, on a à faire différentes opérations algébriques pour isoler le n. Ça se fait assez bien. Entre autres, on a peut-être la façon, si je décris la façon, c'est qu'on distribue la racine en haut en bas. On va avoir racine de n. Et là, ça va ressembler quand même beaucoup à ce qu'on a fait tantôt. On va y venir. Ça va nous faire aboutir à cette formule-là. Donc, en isolant le n, on obtient la formule qui est là, qui a été encadrée en jaune. Et ce qu'on doit faire maintenant, c'est on va le calculer et encore une fois, on va souvent obtenir des nombres décimaux. À ce moment-là, on arrondit supérieurement et le tour est joué. Donc, on va avoir trouvé la taille d'échantillon pour respecter une certaine marge d'erreur avec un certain niveau de confiance, etc. L'autre cas possible, qui est un peu plus fréquent, si on n'a aucune estimation de P qui est connue. À ce moment-là, on va considérer le cas maximal, c'est-à-dire la marge d'erreur maximale qu'on a vue juste avant. Donc, à ce moment-là, vous voyez qu'on a des P et des Q dans la formule précédente. À ce moment-là, on va remplacer la valeur de P, on va prendre elle qui est maximale, et on va prendre la valeur de 50%, donc 0,5. Et à ce moment-là, notre formule, c'est la même, sauf qu'en remplaçant P et Q par le fait même par 0,5, on arrive à cette formule-là. Et encore une fois, on va juste arrondir supérieurement et le tour est joué. Donc, on a deux petites formules. Elle ici, tout simplement à se rappeler, donc elle dans le haut, c'est lorsqu'on a déjà une petite indication du P possible. Tandis que la deuxième, c'est quand on n'en a aucune idée. À ce moment-là, on va tout simplement prendre le P qui vaut 0,5 et ça va très bien fonctionner. On va tout de suite passer à l'exemple. C'est ici. Donc, dans l'exemple qui est ici, on veut estimer la proportion de cégepiens qui ont des prêts et bourses. Combien de personnes doit-on interroger pour que la marge d'erreur n'excède pas 2,5%? Donc, ici, on nous mentionne déjà la marge d'erreur, le 2,5%, que je vais écrire en nombre décimaux. On nous dit aussi, et ça avec un niveau de confiance de 90%. Déjà avec ça, là, on a toutes les informations qu'on a besoin. On remarque que nulle part, ils ont mentionné un P possible. Donc ici, on va prendre P qui vaut 0,5. On nous a parlé d'un niveau de confiance de 90%. À ce moment-là, on a 10% de risque d'erreur. On a 2 pointes. On va avoir le Z de 5% à prendre. Et on l'a déjà fait. Ça nous donne 1,645. Et bien maintenant, on a tout ce qu'il faut pour appliquer notre formule. Donc, vous voyez, étant donné qu'on n'avait pas d'estimation de P, on a pris 0,5. On a le Z. On a la marge d'erreur. Donc, on met tout ça, on le calcule. Ça nous donne 1082,41. On arrondit supérieurement à 1083.
Et de cette façon-ci, ben, on a la taille d'échantillon de cégeptiens qu'on devrait interroger pour avoir le niveau de confiance, pour avoir la marge d'erreur qu'on nous demandait avec un niveau de confiance de 90%. Donc, ça conclut un peu là, toutes les indications, les formules qu'on a pour déterminer la taille d'échantillon requis. Dans les exercices, j'ai déjà fait un petit travail d'analyse. Donc, pratiquez-vous à identifier les mots-clés. Okay? Donc, ici, j'ai moyenne, pourcentage, moyenne. Donc, déjà, ça nous indique un peu les formules qu'on va avoir à prendre. J'ai sorti un paquet d'éléments déjà. Peut-être un petit mot sur l'exercice numéro 4. Okay? On désire construire donc un intervalle de confiance et on nous avait donné, l'année dernière, à la même époque, le taux de chômage de cette ville était de 11%. Remarquez qu'ici, on vient justement de nous donner un P qui est une assez bonne indication. Ça ne devrait pas tant s'éloigner d'une année à l'autre. Donc, ce P-là, vous allez pouvoir l'utiliser dans la formule. Donc, ça correspond à la deuxième formule qu'on a vue lorsqu'on a déjà une estimation de P. Donc, c'est la petite différence qu'on n'avait pas vue dans les exemples, mais que j'ai expliqué la formule. Donc, c'est tout pour cette section-ci.